bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez bien. On arrive un petit peu en fin de salon, donc je suppose que l'agriculture régénératrice n'a plus de secret pour vous. Si c'est le cas, vous êtes au bon endroit parce qu'on va parler très concret là, pendant 45 minutes avec des illustrations de projets de l'amont à l'aval. Et puis si ce n'est pas le cas, vous êtes au bon endroit aussi parce qu'on ne va pas se priver de creuser encore un petit peu plus sur les fondations de l'agriculture régénératrice et des stratégies bas carbone. Je me présente, je suis Ludivine Lardon, je suis responsable du service territoire durable chez AgroSolutions, dont on aura l'occasion d'en reparler. Et je m'intéresse de très près à toute cette transition-là, puisqu'on va le voir un petit peu plus tard, le financement de cette transformation-là va être multipartite et les territoires, je pense, vont jouer un rôle très important. Et donc, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui avec moi. Alors, je vais me permettre de les présenter parce que 45 minutes, c'est court. Alors, on fait au plus efficace. Donc, Gilda Mevel, qui est manager senior, qui s'occupe des filières durables au sein d'AgroSolutions. Bonjour. Édouard Lancrier, qui est manager senior également, et puis qui, lui, s'occupe vraiment de tout ce qui est innovation et surtout transition bas carbone chez AgroSolutions. Bonjour. Rachel Colby, qui est directrice RSE du groupe InVivo. Anne Trombini, directrice générale de l'Association pour une agriculture du vivant. Bonjour. Et Vincent Forestier, qui est chef de projet R&D chez Brioche Pasquier. Alors, dans l'agriculture régénératrice, il y a déjà agriculture. Et on sait qu'en France, le système agricole est vraiment drivé par un système qui est plutôt coopératif, majoritairement. InVivo, Rachel, c'est une union de 200 coopératives sociétaires. Alors, comment InVivo, justement, acteur majeur du monde agricole, se saisit du sujet de l'agriculture régénératrice? Merci Ludivine. Alors, effectivement, InVivo, on est devenu une société à mission l'automne dernier, donc ça fait 1 an. Et on a pris pour raison d'être d'accompagner la transition avec des outils, des services qui arrivent par les principes agriculture régénératrice, conduire cette transition, l'accélérer, et ce, surtout au bénéfice des agriculteurs et des consommateurs. Donc, on essaie de voir comment on a une vraie approche systémique par rapport à la chaîne de valeur pour arriver à un agrosystème résilient. Et pour ça, ce quoi on parie, c'est d'avoir des résultats, qu'on va donner une latitude dans quels sont les moyens agronomiques pour pouvoir y arriver, mais chercher quand même à avoir des vrais résultats qui permettent à mieux stocker le carbone, mieux améliorer le cycle d'eau, améliorer et favoriser la biodiversité, arriver à améliorer les sols et leur biodiversité, arriver à réduire les entrants de synthèse et bien sûr tout ça en même temps de diversifier et amplifier, augmenter les revenus des agriculteurs. Et cette bouquet finalement de résultats, c'est ce que nous considérons comme l'agriculture régénératrice. Et on sait que c'est le genre de sujet qu'il faut forcément tacler par une collaboration entre les différents acteurs tout au long de la chaîne de valeur. Donc, InVivo, nous avançons et mes collègues vont expliquer sur beaucoup de différents types de services d'accompagnement, les types d'outils dont on a besoin pour pouvoir rendre ça plus facile et pouvoir monter en échelle. Mais on travaille aussi avec beaucoup d'acteurs sur toute la longueur de la chaîne de valeur pour arriver à arrimer pour que quand il y a des efforts, c'est des efforts convergents. On fait partie, par exemple, de la coalition OP2B, où nous allons travailler sur l'agriculture de régénération, quel est le bon framework, avoir déjà un cadre finalement commun pour que quand il y a des différents acteurs qui vont faire ce qu'il leur faut, on arrive quand même à toujours ramer dans un sens qui va faire sens, notamment pour le fermier et le consommateur, qui doivent se retrouver dans ce nouveau système. Et on travaille aussi sur un niveau plus local avec l'association pour une agriculture du vivant, où on va en parler aussi, pour que, avec des frameworks plus macro qui vont aussi être, évidemment pour les États, pour qu'on arrive à avoir une approche et des financiers et des fiscalités qui vont aider à c'est dans ce sens-là. On arrive aussi à avoir une approche très pragmatique
terrain pour que derrière, on a de plus en plus des référentiels qui permettent à faciliter le montée en compétence des agriculteurs. Merci beaucoup Rachel. Alors merci pour la transition. Donc InVivo en effet fait partie des adhérents de PADV. Alors pour une agriculture du vivant, Anne existe depuis 3 ans, mais finalement est vraiment pionnier de l'agriculture régénératrice. Quels sont les enjeux que vous rencontrez chez vos adhérents? Alors bonjour à tous. Donc déjà, nous on n'est pas, je dirais pas qu'on est les pionniers de l'agriculture régénératrice, parce que les pionniers de l'agriculture régénératrice, c'est les agriculteurs. Et je pense que ça, c'est très important de le rappeler, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on entend beaucoup de choses, le carbone, la biodiversité, etc., qui sont des problématiques sociétales majeures. Mais à la base, le sujet de l'agriculture régénératrice, c'est d'assurer, de garantir et de maintenir la résilience des systèmes de production agricole. On a fait depuis 3 ans et demi tout un tas de travaux avec les agriculteurs, et en particulier cet été, pour bien identifier les différents déclencheurs d'une transition, bien comprendre justement quels sont les éléments qui vont favoriser le passage à l'échelle en emmenant tous les agriculteurs et pas uniquement un petit nombre d'agriculteurs. Il y en a 3, et vous allez voir que ce n'est pas forcément les mots qu'on entend toujours le plus. Le premier, c'est les pertes de rendement et l'érosion. Donc c'est très pratico-pratique et c'est lié à la matière première pour leur travail, c'est-à-dire les sols. Le deuxième, c'est les coûts, la réduction des coûts, pour avoir justement aussi un modèle économique plus résilient. Et on sait que passer la charrue, ça coûte extrêmement cher. Et le troisième driver, le troisième déclencheur, c'est le retour de la vie dans les champs, puisqu'il voit bien que ça disparaît, et en particulier en lien avec l'utilisation de la chimie. Donc c'est vraiment ça le point de départ de la réflexion, je dirais au niveau de l'amont agricole. Et au niveau de l'aval et des filières agroalimentaires, c'est aussi le constat que finalement, depuis 15-20 ans, on teste plein de choses, il y a des labels dans tous les sens, mais que finalement, on en est toujours au même stade. On pourra citer le rapport qui vient de sortir de 3 organisations de l'ONU qui dit exactement la même chose. Et même pire, qui dit que les subventions publiques sur l'agriculture ont un effet néfaste sur les aspects environnementaux et sociétaux. Je vous invite à vous renseigner là-dessus. C'est assez criant. Et donc, c'était ce constat de dire, il faut changer radicalement de modèle. Et le seul moyen de le faire, je vais rebondir sur ce que Rachel a dit, c'est de le faire tous ensemble et de changer de manière, justement, d'approcher ça. Au niveau agronomique, je pense que c'est important aussi d'en parler, parce qu'avant tout, l'agriculture régénératrice, c'est le retour à l'agronomie. C'est deux constats. 2 points de départ. C'est le premier, tout part des sols. Parce que sans sol vivant, il n'y aura pas de vie, il n'y aura pas de biodiversité, il n'y aura pas de rendement dans les champs. Et ça, c'est un changement culturel majeur dans le monde agricole. Et le deuxième constat, c'est en effet que tout est lié dans le vivant. Et que même si on part des sols, il ne faut surtout pas cloisonner les sujets. Ce qui est malheureusement ce qu'on a fait depuis des années. Et donc quand aujourd'hui on arrive dans une situation où on est en train d'opposer finalement une agriculture qui stocke du carbone avec une agriculture biologique, là, on sait qu'on va dans le mur. Donc tout l'enjeu aujourd'hui que vous voyez ici, c'est d'arriver à changer de manière de faire et de viser des résultats et non plus des moyens pour enfin avoir une approche systémique basée sur des résultats que nous, on a définis comme les 5 que vous voyez là, le carbone, l'eau, la biodive, la qualité nutritionnelle, c'est-à-dire une alimentation de qualité, et puis un modèle économique juste pour les agriculteurs, parce que si on a des agriculteurs qui ne vivent pas de tout ça, on n'aura pas les autres. Donc ça, c'est vraiment le sujet. Et donc, comment on fait ? Le premier travail qu'on a fait et qui s'est appuyé sur tout un tas de projets avec des partenaires filières, et je laisserai Vincent témoigner, c'était d'essayer de construire un outil, justement, de mesure de résultats et qui devienne un langage commun entre l'amont et l'aval. Parce que c'est aussi ça qui fait cruellement défaut, une compréhension commune. Certains vont parler de carbone, d'autres vont parler de matière organique. C'est aussi ça la réalité, c'est comment on parle d'une seule et même chose avec le même langage. Et donc on a créé un outil qui s'appelle l'indice de régénération, qui n'est surtout pas un label, qui est un outil open source, donc disponible à tous, et qui permet justement d'aller mesurer une progression. Parce que ça, c'est important. On ne peut pas définir l'agriculture régénératrice comme un label ou comme une photo à un instant T d'une certaine performance. Travailler avec le vivant, c'est être en adaptation constante et en progression constante vers les résultats qu'on citait tout à l'heure. Et donc ça va prendre du temps. Et c'est là où on va avoir besoin des filières pour pouvoir réussir ce défi-là et accompagner les agriculteurs dans cette transition. Et aujourd'hui, avec l'indice de régénération, c'est un outil aussi pour pouvoir faire travailler ensemble justement des bio, des conventionnels, des agriculteurs en agriculture de conservation et tous ensemble trouver des solutions, chacun dans son périmètre, réduction de la chimie, amélioration du travail du sol et progresser vers ces résultats. Merci Anne. Justement, Vincent,
L'agriculture régénératrice est vraiment au cœur de la stratégie de Pasquier. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'entamer cette transition? Alors le terme transition, je l'aime pas trop, j'ai envie de dire transformation, parce que le terme transition, il donne un peu l'impression d'être finalement jamais arrivé quelque part. Donc cette transformation. Ouais, donc alors chez Brioche Pasquier, on a toujours été soucieux finalement de la qualité de nos produits et puis et la satisfaction du consommateur. Et un des moyens pour travailler sur la qualité de notre produit, c'est de s'intéresser aux matières premières en fait. Et donc on a initié une réflexion sur la transition ou la transformation agricole assez rapidement dans cette logique-là d'amélioration continue. Donc on a pu rencontrer des pionniers en agroécologie. Ces pionniers nous ont sensibilisés finalement aux grands enjeux autour de l'érosion des sols, de la fertilité des sols, de la biodiversité, mais aussi nous ont présenté en fait finalement l'agriculture comme étant une solution pour stocker du carbone en fait. Et c'est la solution plutôt que de problème nous a assez convaincus en fait dans cette démarche en fait. Et donc ensuite, on a voulu aller compenser concrètement, parce qu'il ne s'agit pas de s'arrêter à des bonnes intentions. Et puis, donc on a fait la connaissance de PADV, on est devenu adhérent de PADV. Et avec l'association et un partenaire, on a monté en fait des projets de filière. Alors justement, une fois qu'on a défini les grands axes stratégiques, comment on passe de la théorie à l'action et quels sont les projets chez Pasquier que vous avez pu mettre en œuvre vraiment concrets? Concrètement, en fait, on a monté une filière blé agroécologique depuis 2 ans, donc avec en appui du référentiel PADV, avec un partenaire fournisseur, Moulin Soufflé. Donc on a monté cette filière, on a reçu nos premières tonnes de blé l'année dernière, en septembre dernier. On était à 5000 tonnes de blé et on projette à échéance 1 an de passer à 15 000 tonnes de blé. Ça fait à peu près 10% de nos approvisionnements en blé. Après, on a d'autres projets qui sont à l'étude, un peu plus compliqués de première approche, en fait, avec une filière betterave en agroécologie, et puis d'autres projets en maturation sur le colza et sur les pommes. Merci. Gilda, alors vous qui travaillez justement chez AgroSolutions au quotidien avec les filières agroalimentaires, les industriels agroalimentaires, mais qui avaient, je pense, un ADN assez proche des agriculteurs finalement, en étant filiale d'Invivo, quels sont les enjeux que vous rencontrez au quotidien? Alors, je vais parler des enjeux principaux et concrets pour amener une part importante des agriculteurs vers cette nouvelle agriculture. Parce qu'on a les convaincus qui y sont déjà et qui vont y aller. Et puis, il y a la grande majorité pour qui on a besoin d'apporter des réponses à des réflexions, des freins. 2 enjeux importants que moi je vois, c'est la partie échelle. Quand on raisonne en agriculture régénératrice, on est sur une échelle rotation, une échelle exploitation. Quand on est industrie agroalimentaire, on achète une culture, on achète le produit d'une culture. Et donc, comment on fait quand on est une industrie agroalimentaire pour amener ces agriculteurs à aller faire cette agriculture, sachant qu'on ne va pas acheter les autres cultures de la rotation. Donc, il y a besoin d'apporter aux agriculteurs des contrats pluriannuels pour leur permettre de se projeter dans cette transition. Autre enjeu, c'est le sujet de l'allongement des rotations, donc, qui est lié au premier enjeu que je vous ai évoqué, c'est de se dire parce que c'est clé dans l'agriculture régénératrice d'avoir des rotations plus longues, de ne pas être sur blé sur blé ou colza blé orge, etc. Et donc, comment on fait pour que les agriculteurs s'engagent vers d'autres cultures? Et la difficulté, c'est qu'il faut leur montrer que c'est intéressant agronomiquement, et également économiquement. Il faut un intérêt économique à le faire. C'est une entreprise et ils doivent dégager un revenu derrière. Et donc, l'idée derrière ça, c'est de se dire comment je fais dans un contexte où la tonne de blé, aujourd'hui, on en discutait tout à l'heure avec Vincent, où la tonne de blé à 250 € actuellement, elle était à 170 € il y a 4 mois. Comment on fait pour que les agriculteurs ne fassent pas que du blé? Donc il y a besoin d'apporter ces réponses-là pour les agriculteurs. Il y a de nombreux enjeux, le coût de la transition, parce que c'est pas gratuit pour les agriculteurs de mettre en place ces nouvelles pratiques. C'est prendre des risques en termes de rendement, de rentrer dans une démarche d'agriculture régénérative. Il y a un besoin aussi de données pour calculer les indicateurs dont on a parlé. Donc il y a un enjeu de récupérer ces données, que les agriculteurs les fournissent, qui est du temps pour eux, c'est pas forcément évident.
Je voulais parler des besoins en eau aussi, parce qu'on parle de couverts sur toute l'année. C'est parfois un peu complexe dans un contexte de changement climatique important où on a des périodes de sécheresse très fortes, de pouvoir faire des apports en eau pour lever les cultures de couverts qu'on va mettre en place à la suite d'un blé, avant un maïs, etc. Donc ce sujet eau est aussi complexe. Donc beaucoup de questions, beaucoup d'enjeux à aussi intégrer quand on a cette réflexion. Du coup, comment, Vincent, enfin, voilà, vous pouvez peut-être apporter quelques réponses déjà à ces enjeux, en tout cas, comment vous les adressez? Je ne sais pas si on apporte toutes les réponses, mais en tout cas, on travaille sur la valorisation de certaines cultures de rotation, notamment le colza. On est en projet dessus à l'échelle de notre pilote. Et puis effectivement, on a fait le choix dès le début de partir sur des contrats qui nous engagent mutuellement sur le long terme, en fait, sur des contrats pluriannuels. Donc c'était la base en fait de notre contractualisation. Voilà. Ok, merci. Et alors, Pasquier est, enfin voilà, à peu près à 4e consommateur de blé en France. Quels sont les freins et les verrous que vous voyez pour un vrai passage à une telle échelle? De notre côté, il y en a plusieurs. Bon, c'est vrai que c'est un investissement qui, pour l'instant, on peut pas, un investissement pour lequel on ne peut pas donner en fait de valeur concrètement sur le produit. En fait, on n'arrive pas à valoriser cet investissement à date. Et le deuxième problème, en fait, il est lié un peu au premier, c'est la recherche d'indicateurs. Et là, l'indice de régénération, donc, qui a été travaillé au sein de l'association, est une vraie opportunité. L'indice de régénération et ses composantes, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de s'arrêter à un nombre, mais de regarder ce qu'il y a derrière ce nombre, et ça nous permettra de suivre sur le long terme, sur le temps agricole, finalement, voilà, les chiffres, les indicateurs clés, en fait. Voilà. Anne, c'est une vision que vous partagez? Oui, tout à fait. Peut-être pour compléter par rapport à la question, c'est vrai qu'il y a un verrou aujourd'hui qui est peut-être le plus difficile à débloquer et le plus important, c'est ce qu'on appelle l'acculturation, c'est-à-dire expliquer à tout le monde ce qu'est l'agroécologie et ce que ça implique. Et ça va dans les filières, ça va au niveau du consommateur, des médias, des institutions. Tant que cette compréhension, en tout cas de la reconnexion vivant, n'est pas faite, ce sera très compliqué, parce qu'on voit les implications de l'agroécologie, c'est notamment qu'il n'y a pas deux fermes pareilles. Donc on ne va pas être sur un modèle standardisé, standardisable. Ce qui nécessite forcément pour un acheteur, par exemple, de pouvoir s'adapter et d'avoir un dialogue avec chacun de ses fournisseurs. Et c'était aussi l'intérêt de l'indice de régénération, c'est que c'est un outil de pilotage qui permet d'avoir une vision de pilotage, mais qui permet de faire du spécifique avec chaque situation, et donc d'adapter les pratiques et les solutions, de laisser l'agriculteur faire le choix, et ensuite pouvoir obtenir les résultats. Donc ça, c'est un élément absolument majeur. Et le deuxième élément qui, pour nous, est absolument majeur, c'est l'absolue nécessité d'intégrer les parties prenantes, l'ensemble des parties prenantes dans le processus, et en particulier les parties prenantes de la filière, et en particulier les coopératives. Il n'y aura pas de transition sans l'implication des coopératives. Ce qui n'est pas forcément une mince affaire, hein, je dis pas, c'est pas un yak à faucon, parce qu'aujourd'hui, ce sont les techniciens qui accompagnent les agriculteurs, et il y a un changement radical de modèle à ce niveau-là aussi, où les techniciens, au lieu d'être prescripteurs, doivent devenir accompagnateurs et sécurisants. Et donc, il y a une montée en compétences, et aussi une réappropriation par la coopérative du coup de ces enjeux-là, et d'implication dans la construction du modèle économique, qui va être nouveau et qui va être radicalement différent. On n'est pas en train de parler de rajouter juste une prime ou de verdir quelque part des contrats, mais c'est bien un nouveau modèle qui doit se développer, basé sur la connaissance, la compréhension, l'expertise et les résultats environnementaux. Et tout ça est extrêmement important, et donc doit être intégré dans la mise en place d'une stratégie agricultrice ou agroécologique. J'ai tendance à préférer le terme agroécologie, à titre personnel, qui donne plus cette notion de transition et de voie de progrès que de cahier des charges. Mais voilà, c'était juste en passant ma petite remarque personnelle. Anne, vous avez aussi parlé beaucoup de résultats, en effet. Alors, on voit qu'il y a vraiment ce besoin de plus en plus d'évaluer de manière chiffrée les bénéfices agro-environnementaux de toutes ces pratiques vertueuses qui arrivent. Gilda, du coup, comment vous appréhendez cet enjeu-là? Parce que on voit, là, de plus en plus, on demande des indicateurs, que ce soit pour communiquer auprès du consommateur, que ce soit pour répondre à des cahiers des charges de plus en plus nombreux, vous l'avez dit, ou encore, là, ce qui arrive, la réglementation avec du reporting extra-financier. Voilà, comment AgroSolutions saisit du sujet? Je voulais revenir sur les besoins en indicateurs chiffrés.
mais tu l'as déjà fait. Je vais compléter. Effectivement, il y a besoin de répondre aux engagements RSE d'un groupe. Hein. Les groupes aujourd'hui s'engagent sur des réductions des émissions de gaz à effet de serre ou même sur de la neutralité carbone. Donc, il y a besoin d'avoir des indicateurs, notamment gaz à effet de serre, qui dépassent l'indicateur de régénération, qui nécessite une acculturation aujourd'hui. Il y a les déclarations de performance extra-financière, vérifier également que les pratiques qu'on met en place sont pertinentes et permettent d'obtenir ces réductions. Donc il y a un enjeu de suivi. Il y a disposer d'indicateurs reconnus, hein, comme tu l'as dit, Ludivine, pour communiquer au grand public. Donc GES, aujourd'hui, est plus parlant qu'indicateur de régénération. Montrer qu'on s'inscrit dans la stratégie nationale bas carbone du gouvernement, et puis demain, alimenter l'affichage environnemental des produits et le bilan extra-financier. Donc j'entendais quelqu'un du gouvernement tout à l'heure qui disait que 2014 serait l'année des preuves, qu'il y aurait un besoin pour les entreprises de donner des chiffres sur des indicateurs, potentiellement gaz à effet de serre. Donc il y a un besoin aujourd'hui d'avoir ces indicateurs-là en place également. Donc comment ? Ce qu'on propose, c'est d'initier, quand on initie une approche agriculture régénératrice, c'est de la coupler avec une approche éco-conception. Éco-conception, ça se base sur la CV, qu'on peut compléter avec d'autres indicateurs économiques, biodiversité, etc. Et donc l'idée, c'est en amont de la mise en place d'une telle démarche, c'est de dire est-ce que cette démarche elle est intéressante et est-ce que cette démarche va me permettre d'obtenir les réductions des émissions de gaz à effet de serre vers lesquelles mon groupe s'est engagé. Typiquement, je vais prendre l'exemple d'une filière avec qui AgroSolutions travaille. C'est une filière en grande culture qui fait partie d'un grand groupe. Ils ont des enjeux au niveau de ce groupe de réduction des émissions de gaz à effet de serre de moins X% sur l'ensemble de leur appro. Et puis en parallèle, ils ont des réflexions de se dire ici, on travaillait sur l'agriculture régénératrice. Et l'idée, c'est faut déjà se poser la question, est-ce que l'agriculture régénératrice en tant que telle va permettre d'obtenir, d'aller vers cette réduction des émissions de gaz à effet de serre. Donc l'idée, c'est de coupler cet aspect-là avec peut-être d'autres pratiques, plus orientées fertilisation. On sait que sur les grandes cultures, 80% des émissions de gaz à effet de serre sont liées à la fertilisation. Donc il y a un enjeu fort de travailler sur ce sujet-là. Pourquoi pas avoir une pratique qui impose une réduction, on dit optimisation de la dose d'azote apportée. On pense que certains agriculteurs ont tendance peut-être à mettre plus que ce qu'ils pourraient pour atteindre un meilleur rendement, ce qui peut se comprendre, mais si le fait de mettre moins d'azote leur ouvre la porte d'une prime, peut-être qu'ils seront plus incités pour le faire. Et donc, pour terminer là-dessus, je vais juste citer l'appel à projet de l'ADEME, Gringo, qui subventionne des démarches de progrès d'éco-conception et qui pourrait tout à fait intégrer une réflexion autour de l'agriculture régénératrice. Alors, merci Gilda. Donc, on a pas mal évoqué l'indice de régénération, l'indice de cycle de vie, l'éco-conception, des outils qui, je pense, sont déjà bien éprouvés, bien aboutis. On remarque qu'il y a une tendance qui arrive auprès du monde scientifique, qui va être vraiment une analyse à l'exploitation, qui va justement tenir compte de la rotation. Édouard, quel est votre point de vue du coup sur cette évolution-là ? Et puis comment on commence à voir l'émergence de nouveaux outils qui traitent cette échelle-là ? Oui, tout à fait. Donc c'est vrai que historiquement, la démarche de transition environnementale, Ludivine, de transformation environnementale dans l'agriculture a été initiée par une approche plutôt culture par culture, en mesurant ce qu'on pouvait mesurer, avec une grosse difficulté d'accès à la donnée, en l'occurrence la donnée des exploitations agricoles, et pour la dimension carbone, principalement basée sur les émissions de gaz à effet de serre. Cette approche culture par culture, elle a déjà permis énormément de progrès, mais elle atteint aujourd'hui parfois une limite sous le feu, pas des critiques, mais des critiques positives du corps scientifique, qui dit, maintenant que les enjeux environnementaux deviennent extrêmement prégnants dans nos transformations de société, en agriculture, il faut absolument mesurer à l'échelle de l'intégralité de la rotation et sur toute l'exploitation. C'est indispensable si on veut prendre en compte ce qu'on appelle les effets de bord d'une culture à l'autre, et si on veut vraiment être pertinent sur la mesure de l'impact environnemental d'une culture qui n'a pas vraiment en tout cas, qui a des grandes limites s'il n'est pas mis en perspective avec ce qui se passe sur toute la rotation. Et enfin, le grand sujet qui émerge aujourd'hui, c'est le stockage de carbone dans les sols, parce que l'agriculture est de ce point de vue-là une solution à la crise climatique, et impossible de mesurer une dynamique, parce qu'on parle de dynamique de stockage ou de déstockage de carbone dans le sol,
impossible de le faire sans avoir une approche métrique à l'échelle de la rotation. Alors justement, vous travaillez du coup sur vous avez travaillé du coup sur un outil et notamment plusieurs méthodes aussi du label bas carbone, dont la dernière grande culture qui vient d'être validée par le ministère. Oui, complètement. Alors, exactement. Donc, AgroSolutions, nous, on est un cabinet d'expertise conseil en agronomie environnement. On est aujourd'hui le principal rédacteur de méthodes qui sont validées au label bas carbone pour mesurer justement les performances au niveau émissions de gaz à effet de serre et stockage de carbone dans les exploitations, stockage de carbone que ce soit dans les sols ou dans la biomasse aérienne. J'ai pointé la liste des méthodes qui sont validées au label bas carbone et celles qui sont en cours de validation avec les petits logos AgroSolutions pour celles sur lesquelles on travaille. La plus importante d'entre elles a été validée en août dernier, c'est celle des grandes cultures qu'on a co-rédigée avec les instituts techniques dont les logos sont inscrits là. Et donc ces méthodes permettent de mesurer. Donc quand on dit qu'on rédige une méthode, c'est pas nous qui nous tenons la plume, mais c'est pas nous qui écrivons l'intégralité. On anime en fait un conseil scientifique indépendant. En l'occurrence pour les grandes cultures, c'est une 50aine de chercheurs de l'INRAE, plus les chercheurs des instituts techniques, plus des représentants des associations environnementales, plus des représentants du monde agricole. Enfin, c'est assez énorme. Et une méthode, c'est une 60aine de pages d'équations. Donc une fois qu'on a ça, pour la mettre en musique, il faut ce qu'on appelle un outil digital, donc un logiciel. Et c'est ce que nous avons créé avec Carbon Extract, qui est donc le premier outil clé en main pour piloter la transition bas carbone des exploitations agricoles. C'est un outil qui va permettre de mesurer très précisément avec des méthodes qui sont reconnues par des corps scientifiques indépendants, par le gouvernement et par le GIEC. Tout ce qui est dynamique d'émission, donc ça permet dans un premier temps de faire un diagnostic d'exploitation agricole. On va regarder quelle est la dynamique d'émission de gaz à effet de serre en faisant un focus sur les 3 gaz à effet de serre qui sont en agriculture, le CO2, le CH4 et le N2O, et la dynamique de stockage de carbone dans les sols. L'outil permet également de simuler la transition. Il y a différentes trajectoires possibles pour réaliser une transition bas carbone en agriculture. Il faut savoir que certaines sont moins vertueuses que d'autres, ne sont pas aussi bénéficiaires que d'autres sur les co-bénéfices, peuvent entraîner des risques pour l'agriculteur. Parfois, on a des mauvaises surprises, d'où l'intérêt de pouvoir simuler, avant de se lancer, un changement de pratique avec un outil qui donne des résultats de variation d'émissions de gaz à effet de serre et de stockage de carbone sur l'ensemble des postes concernés. Et un outil, on a beaucoup parlé du modèle économique qui va aussi permettre de calculer le coût de revient pour l'agriculteur, parce que là aussi, souvent, on a des surprises et c'est important de le prendre en compte si on veut être dans une dynamique pérenne de long terme. Voilà, une fois que l'outil fait le diagnostic et la simulation pour les exploitations, il peut être utilisé en suivi de projet, ce qui va permettre de calculer les crédits carbone et de créer une source de financement complémentaire à celle que peuvent apporter des projets tels que Anne et Vincent nous ont présentés. Quelques vues du coup de cet outil que nous lançons là en septembre. Qui permet notamment, c'est un outil qui est pensé pour le monde agricole, donc il faut savoir que l'énorme sujet, c'est l'accès aux données des agriculteurs. Les agriculteurs ont des outils qu'on appelle des outils de traçabilité dans lesquels ils renseignent leurs données. Donc Carbon Extract se connecte automatiquement aux données. Il faut savoir que pour un bilan carbone complet sur une exploitation, c'est parfois jusqu'à 8000 données qu'il faut prélever. Donc les agriculteurs, ils sont d'autant plus enclins à vous suivre que vous leur dites, on a des outils qui tournent avec ce que vous avez déjà. Qui chargent les données, et puis il y a toujours des données qui manquent, elles sont parfois pas directement renseignées. Donc l'outil permet derrière de saisir des informations supplémentaires, de décrire son exploitation. Derrière des résultats, j'ai parlé de l'importance de pouvoir faire des simulations. La vignette est un peu petite en bas à gauche, mais ça permet d'avoir les différentes couleurs, c'est les différents types de gaz à effet de serre qui sont émis sur les différents types de périmètres de l'exploitation. Et on va pouvoir comparer simulation après simulation comment vont évoluer les émissions de gaz à effet de serre, le stockage de carbone dans le sol, dans la biomasse aérienne, dans les différents types de sols. L'importance de pouvoir faire plusieurs simulations, c'est qu'il y a un énorme enjeu de pédagogie de la transition bas carbone. Les agriculteurs ne sont pas au courant du sujet, ou peu, ou alors ils ont des informations fausses. Ils sont très demandeurs d'être participants à cette transition, mais il faut pouvoir leur expliquer. Et des outils de ce genre-là sont conçus aussi pour cet enjeu de pédagogie.
Voilà, derrière, une fonction importante de l'outil, je l'ai dit, c'est de simuler le coût de la transition. C'est autant vrai à l'échelle d'une exploitation qu'à l'échelle d'un projet. Un porteur de projet, c'est important qu'il puisse anticiper, d'une part, le coût des pratiques qu'on va devoir mettre en œuvre pour être plus performant sur le plan climatique. D'autre part, du coup, le coût unitaire du crédit pour regarder comment on finance tout ça. L'outil propose également de faire un calcul du modèle de financement en prenant en compte les différentes sources de financement qui existent pour l'agriculteur, que sont celles éventuellement du crédit carbone, mais aussi des aides publiques régionales, éventuellement des primes de filière et les différents postes de crédit carbone qu'on peut avoir. Voilà pour terminer sur cet outil. Comme vous êtes au courant, il y a beaucoup de méthodes, c'est assez foisonnant. Les acteurs y perdent parfois le nord là-dedans. C'est quelque chose dont nous sommes au courant. Donc l'objectif du label bas carbone, c'est justement d'avoir une proposition de méthode qui encapsule tout ça et qui soit une grande référence nationale. Néanmoins, le label bas carbone, c'est pas le seul. Anne a parlé de l'indice de régénération. On a le Verra VCS au niveau international. Donc l'outil Carbon Extract a pour ambition d'intégrer tous ces indicateurs. Bon, il y en a certains qui seront réalisés via le biais d'une collaboration, mais donc dans un premier temps, toutes les méthodes validées au label bas carbone pour l'agriculture. Ensuite, une adaptation aux méthodes internationales type Verra VCS. Et puis, dans un deuxième temps, on est déjà en train de le mettre en place, une sortie culture par culture, filière par filière, puisque je vous ai indiqué que c'était un outil à l'échelle de la rotation sur toute l'exploitation. Mais quand une filière finance un projet bas carbone ou alors intègre un projet multifinancé, elle a envie de savoir, pour le compte de ce qu'elle achète, quels sont les bénéfices générés. Donc il y a un travail réalisé pour sortir des indicateurs culture par culture. Et enfin, demain, on anticipe aussi qu'il y aura des sources de financement réglementaires, la PAC par exemple. Et donc l'outil permettra à l'agriculteur de faire ces sorties-là. L'idée, c'est de faciliter la transition pour l'agriculteur avec de la pédagogie, mais avec un outil qui, clé en main, propose toutes les sorties qui demain généreront de la rémunération. Juste pour terminer, on a passé au crible une centaine d'exploitations agricoles sur lesquelles on a fait des simulations de transition bas carbone. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais le moins qu'on puisse dire, c'est que la transition va être plus complexe que ce que certains acteurs des pouvoirs publics peuvent imaginer, plus cher aussi. Il va falloir qu'elle soit multifinancée, d'où l'importance de pouvoir travailler à l'échelle pluriacteur de filière, d'impliquer les territoires. Et donc, du coup, pour fluidifier tout ça, il faut ce genre d'outil capable d'agréger les données prélevées et les sorties qui sont réalisées. Et juste pour terminer, un intérêt potentiel de cet outil pour les filières, c'est que, je vous l'ai dit, le gros sujet, c'est d'arriver à toucher les données d'exploitation agricole. Cet outil, pour faire le diagnostic, la première chose qu'on fait, c'est qu'on centralise toutes les données d'exploitation agricole. Donc derrière, on peut décliner toute ligne de calcul nécessaire pour sortir d'autres types d'indicateurs. Et puis une fois que l'agrégation des données est faite, on est tranquille et on peut avancer sur le long terme. Voilà. Merci Edouard. Merci Edouard pour la transition. Donc en effet, on se rend compte que vous avez beaucoup parlé coût de la transition, financement. On se rend compte que c'est plutôt assez complexe et que cette transformation-là ne sera pas financée uniquement par les crédits carbone. Et donc voilà, c'est un modèle à trouver. Anne, quel est votre point de vue sur le sujet ? Oui, c'est la grande question. C'est la question que tout le monde se pose à l'amont et à l'aval. Nous, ça fait 3 ans et demi qu'on travaille sur justement la modélisation économique de la transition. Donc à partir des pionniers, justement ceux qui ont réussi leur transition, et maintenant à partir des débutants, parce que ceux qui vont démarrer maintenant ne vont pas du tout avoir la même transition que ceux d'il y a 15 ans. Avec le réchauffement climatique en particulier, les risques augmentent, les coûts vont aussi augmenter, parce que s'il y a moins de chimie pour se rattraper, etc., etc. Donc le contexte est beaucoup plus difficile. Et ce qui est certain, c'est qu'en effet, moi je passe systématiquement ce message, on a besoin de ces mesures, on a besoin de cette complémentarité entre une démarche qui va être pilotée, qui va être suivie, et des mesures de résultats effectifs. Et donc c'est toute cette complémentarité sur laquelle on travaille. Mais c'est aussi une complémentarité entre politique publique et démarche privée. Ce modèle économique, il va forcément être hybride, surtout si on veut emmener tous les agriculteurs, et c'est ça le défi. On ne veut pas 10%, 15%, on veut 100%. Et donc, nous, on résume ça maintenant un peu, c'est-à-dire que le crédit carbone, ça pourrait devenir le 13e mois de l'agriculteur. Mais il ne faut pas rêver, ce ne sera pas plus, ce ne sera jamais plus. Et si on veut que ce 13e mois, il ait du sens et de la valeur, ça veut dire qu'on doit avoir 12 mois rémunérateurs avant. Et le sujet, il reste quand même là aujourd'hui, avec tous ces aléas et ces incertitudes qu'on a évoquées, d'où la nécessité d'intégrer les politiques publiques dans le système et dans ce modèle économique.
et d'avoir à la fois une cohérence dans les indicateurs entre le privé et le public et entre les différentes politiques publiques, parce que le public nous sort une loi carbone, une loi biodive et une PAC qui n'ont rien à voir. Donc ça, c'est encore une petite parenthèse. Mais il ne doit y avoir qu'une seule démarche agroécologique ou régénératrice avec différents piliers qui sont cohérents et qui vont dans le même sens. Et donc, à ce titre-là, nous, les modèles sur lesquels on travaille aujourd'hui sur les projets de filière, c'est d'abord, on l'a dit, des contrats rémunérateurs et sécurisants, ce qui ne veut pas dire aller chercher des primes super élevées, hein. C'est le juste prix, et ça doit se travailler dans la concertation avec les parties prenantes. C'est ensuite une couverture du risque, que ce soit, alors on l'espère, par les politiques publiques, mais ça pourrait être aussi par des systèmes assurantiels. Et typiquement, ça pourrait être la PAC. On se désespère de voir la PAC aujourd'hui adresser les bons sujets. On travaille, nous, sur le crédit impôt recherche, justement, pouvoir faire bénéficier aussi aux agriculteurs d'initiatives habituelles dans le secteur privé, comme le crédit impôt recherche, pour couvrir les surcoûts et les risques liés à la recherche et l'expérimentation des nouvelles techniques. Et puis, il ne faut pas oublier aussi la diversification des revenus, parce que l'agroécologie, c'est aussi plus de biomasse, des nouvelles intercultures, et là, il y a tout à faire pour créer aussi, avec des circuits courts, des filières de valorisation de ces nouvelles cultures. On parle des légumineuses, mais ce n'est qu'un exemple parmi d'autres. Tout reste à découvrir. Voilà, c'est ce qui nous semble être avec des proportions qui restent à affiner. On est dans une phase aujourd'hui très terrain d'appréciation des enjeux financiers liés aux pratiques à l'échelle de la culture et à l'échelle des ateliers. Maintenant, il faut travailler aussi à l'échelle comptable et à l'échelle de l'exploitation, comme disait Édouard, pour pouvoir aussi affiner ces différents modèles et ces différentes proportions. Donc tout le travail reste à faire, et plus il y aura de projets, et plus on pourra avancer. Donc je vous invite tous à participer à cet effort collectif. Un beau mot de conclusion. Merci Anne. En effet, là, je mets ma casquette territoire parce que je vois les collectivités au quotidien. Et voilà, je me rends compte peut-être qu'elles passent la 4e, la 5e et voire qu'elles inventent la 6e parce que je pense que le sujet commence à arriver sur leur bureau. Et voilà. Et donc le financement, en tout cas, c'est sûr qu'il faudra s'appuyer sur le financement des collectivités. Voilà, je vous rejoins tout à fait. Je donne l'exemple, j'ai appris que les Anglais travaillaient là-dessus et ils ont toujours le sens de la punchline. Ils appellent ça Public Payments for Public Goods. Et voilà, tout est dit, quoi. Un petit mot en complément par rapport à ça. Nous, on est aussi impliqués dans le montage de projets innovants, notamment dans le Grand Est, pour créer un modèle économique, pour faire basculer sans exploitation dans le bas carbone. Et les collectivités sont un acteur incontournable, notamment pour accélérer le développement de nouvelles filières. Hein. Comme tu disais, Anne, il y a souvent besoin d'allonger la rotation, de mettre en place des nouvelles cultures. Il faut leur trouver des débouchés. Et on travaille avec les pouvoirs locaux pour valoriser des cultures qui vont aller en biomasse, en biomatériaux et amorcer ces dynamiques-là. À tous, j'étais ravie de pouvoir animer cette conférence. Alors, il nous reste peut-être 5 petites minutes, donc s'il y a des questions, on peut les poser. Sinon, nos intervenants sont là. Je crois qu'il n'y a personne après nous. Donc ils peuvent rester, je n'ai pas trop le droit de le dire, mais je crois qu'ils peuvent rester un petit moment pour répondre à vos questions individuelles, ou alors on peut en prendre quelques-unes de la salle. Oui. Bonjour, merci pour ces informations. Je suis un peu nouveau dans le domaine, mais j'ai 2 questions brûlantes. La première, quand on voit votre graphique avec les différentes possibilités de culture, on a l'impression qu'il faut quand même faire le choix entre guillemets le bio, la santé peut-être, et ensuite le bas carbone. Donc je sais que c'est pas exactement le cas, mais en gros, est-ce qu'on peut espérer une convergence de tout ça? Et comme il y a une perte des rendements et il y a une transition, une transformation pour y arriver, comment est-ce qu'on remonte la valeur et comment est-ce que tout le monde à travers la chaîne prend sa part, y compris les distributeurs? Donc la question c'est comment les distributeurs jouent leur rôle dans cette transformation. Merci pour ces questions. Je vais démarrer. Je pense que Vincent, tu pourras compléter sur la deuxième partie. Non, justement, il n'y a pas à faire un choix. Choisir, c'est renoncer, comme on dit. Et donc, il faut pas, on ne peut pas se permettre de renoncer aujourd'hui. Justement, nous, on a placé sur ce schéma la situation actuelle, qui nous fait faire un choix entre réduire des impacts négatifs et choisir des services positifs. Mais c'est tout le sens de l'indice de régénération qu'on a créé, c'est qu'on a réuni dedans à la fois les piliers sol et carbone et les piliers biodiversité, agroforesterie, etc., etc. Donc tous les axes thématiques sont réunis. Ce qui est important, c'est en fait de laisser l'agriculteur faire le choix des leviers techniques qu'il va activer pour globalement améliorer son système. Et c'était l'intérêt d'avoir une note globale à l'échelle du système qui évalue la performance globale. Donc
à un niveau 70, certains vont avoir plutôt travaillé le levier sol et d'autres travailler le levier biodiversité, par exemple. Et un acteur, en fait, ce schéma est assez trompeur. On l'a mis parce que tout le monde adore et que c'est très pédagogique. Mais en réalité, un agriculteur en bio, il peut être à 70 comme il peut être à 30. On a les deux cas de figure. Parce qu'il y a le bon bio, le mauvais bio, j'aime pas dire ça, mais il y a celui qui a juste arrêté la chimie et il y a celui qui a réfléchi à son système, à l'agronomie, pour réduire la chimie. Et c'est là toute la différence. Et tout l'enjeu, c'est de laisser l'agriculteur faire les choix techniques en lui donnant des clés, donc formation, l'accompagner, le sécuriser, etc., pour que progressivement, il améliore ses leviers techniques. Et il ne va pas les attaquer tous frontalement. Et c'est tout le problème des cahiers des charges qui, en général, imposent une méthodologie à tous, et qui, de fait, clive et fait qu'on va prendre qu'une partie de la population. Et aujourd'hui, ce discours, il a encore besoin d'être porté, mais encore hier, j'en discutais, ça commence enfin à prendre, et tout simplement parce qu'en fait, sur le terrain, ils n'attendent que ça, les agriculteurs. Et ils ne sont pas en train de se regarder en chien de faïence, genre, toi, t'es bio, moi, je suis pas bio. Eux travaillent déjà ensemble. Donc, en fait, c'est juste au niveau des institutions que ça peut bloquer, et au niveau de cette acculturation. Et aujourd'hui, voilà, le message y porte. Je suis assez convaincue que d'ici 1 an ou 2, ça va changer. On va commencer à entendre d'autres choses. Je vais prendre un exemple très concret. Un cahier des charges qui imposerait une réduction des IFT avec une logique carbone, des produits phytosanitaires, la chimie. Cet été, on a eu un climat, notamment dans le nord de la France, sur les pommes de terre, très humide. Donc, énormément de maladies. Par contre, les couverts végétaux, donc qui sont à la base du stockage de carbone, magnifiques. On a eu le temps parfait. Donc partout en France, globalement, les couverts végétaux, ça a donné pas mal. Donc typiquement, un acteur qui impose une réduction des IFT cette année, les agriculteurs vont avoir un gros problème. Soit ils perdent leur culture parce qu'ils n'ont pas mis de chimie, soit ils en mettent et ils perdent le contrat. Alors que globalement, leur système s'est amélioré parce qu'ils vont avoir enrichi la fertilité de leur sol et que peut-être l'année prochaine, ils pourront mieux réduire la chimie puisque leur sol sera plus vivant. Et on voit bien que c'est un raisonnement du coup forcément long terme qu'il faut avoir et mesurer ça pour être sûr que ça va dans le bon sens, mais que globalement, il faut laisser le temps aussi à l'agriculteur de retrouver la vie dans ses sols et de remettre tout ce cycle-là du vivant en route, quoi. Voilà, donc j'étais peut-être un peu longue sur la réponse. Je rebondis sur l'anecdote du bon bio ou du mauvais bio. C'est assez illustrateur, en fait. Et là, dans ce cas de figure, on voit aussi ce que peuvent apporter des outils de simulation. Il n'y a peut-être pas de bon bio ou de mauvais bio, mais il y a peut-être certainement des manières d'être certain d'être bon bio. En l'occurrence, nous, dans les exploitations, pour simuler des transitions et les performances sur les émissions de gaz à effet de serre et le stockage de carbone, on a été très surpris de voir que pas mal de transitions bio présenter un risque important de déstockage de biomasse, déstockage de carbone du sol. Bon, c'est parce que le bio génère moins de production en biomasse. Il y a évidemment des moyens de gérer ce risque en travaillant sur des leviers pour apporter plus de biomasse au sol, en travaillant sur ces couverts notamment, mais il faut le savoir, et les agriculteurs chez qui on a fait ces diagnostics avec Carbon Extract ont pu du coup un peu rétrofiter leur trajectoire et la manière dont ils allaient penser leur système pour s'assurer qu'ils n'allaient pas déstocker du carbone. Donc ça peut aussi servir à ça, les outils. Tout à fait. Donc sur la partie chaîne de valeur, création de valeur, oui, nous c'est tout le sens de la création de PADV au démarrage, c'est-à-dire qu'on n'a qu'un agriculteur aujourd'hui, ce qui est Système U. Et sans eux, on n'y arrivera pas. Hein. Je pense que Pasquier pourra témoigner. Et donc, ça aussi, ça prend du temps. Et je pense que ça, c'est quand même un point important. Ça prendra du temps à l'aval et à l'amont. Et c'est du temps de réappropriation, de partage, de concertation et de trouver les leviers pour aller aux consommateurs. Et aujourd'hui, on n'a pas les réponses. On n'a pas les réponses là-dessus. Certains ont plutôt l'habitude de dire que ce sujet de l'agriculture régénératrice, c'est une opportunité marketing, mais c'est plutôt license to operate. Donc c'est un peu une obligation aujourd'hui pour pouvoir continuer de fonctionner. Mais pour autant, comment on fait pour aller plus loin? Parce qu'il y a une vraie valeur dans l'évolution qui sort de l'agroécologie. Je pense que tout a été dit. Après, c'est vrai qu'il faudra faire la part des choses entre les indicateurs simples et simplistes, en fait. Et je pense que la barrière est difficile, en fait, à mettre. Et puis, mais l'enjeu est bien d'être sur des indicateurs simples et révélateurs, finalement, d'externalités positives, effectives. En fait. Merci beaucoup. Oui.
Merci beaucoup. Donc, voilà, il est l'heure. Alors, on retiendra en tout cas 2024, année de la preuve, comme le disait Gilda, et tout en ayant bien en tête, en effet, Anne, qu'en agriculture, le pas de temps est long, et voilà, et que du coup, les stratégies, elles sont long terme, et qu'il faut laisser le temps au temps. Mais qu'il faut démarrer dès maintenant. Exactement. Donc, rendez-vous l'année prochaine. Ça ne doit pas être une excuse. Merci à tous. N'hésitez pas à aller voir nos intervenants. Ils sont là pour répondre à vos questions. Merci. Merci.